Dans ce premier chapitre de la première section, nous allons voir ensemble ce que sont les UTXO sur Bitcoin et quel est le rapport entre les UTXO, les conditions de dépense, comment tout cela est sécurisé. Donc ce premier chapitre, c'est, comme je vous disais en introduction, un chapitre généraliste dans lequel nous allons revoir le fonctionnement de base de Bitcoin, afin de pouvoir par la suite pouvoir aborder les concepts un peu plus complexes autour de la confidentialité. Mais tout ce que nous allons voir dans cette première section est destiné aux bitcoiners débutants à intermédiaires pour que vous puissiez ensuite bien comprendre ce qu'on va raconter sur la confidentialité. Donc Bitcoin, c'est avant tout une monnaie, mais est-ce que vous savez concrètement comment sont représentés les BTC sur le protocole? Sur le protocole Bitcoin, la gestion des unités monétaires s'articule autour du modèle d'UTXO. Donc c'est l'acronyme en anglais de Unspent Transaction Output, que l'on peut traduire par sortie de transactions non dépensées. Ce modèle, il se distingue profondément du système bancaire traditionnel qui, lui, repose sur un mécanisme de compte et de solde qui permet de suivre les flux financiers entre les différents comptes. En effet, dans le système bancaire, les soldes individuels sont maintenus dans des comptes attachés à une identité. Par exemple, lorsque vous achetez une baguette chez un boulanger, votre banque débite simplement le montant de l'achat de votre compte, ce qui donc réduit votre solde sur votre compte bancaire, tandis que le compte du boulanger, à l'inverse, lui, est crédité du même montant qui vous a été débité, ce qui permet d'augmenter le solde de son compte. Donc, dans ce système, il n'y a aucune notion de lien entre l'argent qui entre sur votre compte et l'argent qui en sort, à part les enregistrements de transactions, évidemment, au niveau de la banque. Sur Bitcoin, c'est complètement différent. Le concept de compte, il n'existe pas, et les unités monétaires, elles ne sont pas gérées via des soldes, mais à travers ce que l'on appelle des UTXO. Un UTXO, ça représente simplement une quantité spécifique de Bitcoin qui n'a pas encore été dépensée et qui forme ainsi un morceau de Bitcoin qui peut être plus ou moins grand. Par exemple, un UTXO pourrait valoir 500 BTC ou simplement 700 SAT, c'est-à-dire un très petit UTXO ou un très gros UTXO. Il n'y a pas vraiment de restriction sur les montants, mis à part la limite de poussière, mais c'est autre chose. Donc pour rappel, si jamais vous ne savez pas, le SAT ou le Satoshi, c'est la plus petite unité sur Bitcoin, qui est un petit peu comparable au centime dans le système de monnaie fiat. Et donc un BTC, c'est égal à 100 millions de Satoshi, 100 millions de SAT. Alors, petite anecdote avant de continuer, je vous ai dit qu'un UTXO pouvait avoir à peu près n'importe quelle valeur du moment qu'il respecte la limite basse du Dust. Et la limite haute, c'est simplement le nombre maximal de Bitcoin, c'est-à-dire environ 21 millions. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de restriction sur le montant de l'UTXO. Et justement, si on regarde le plus grand UTXO jamais créé sur Bitcoin, bien, il avait une valeur de 500 000 BTC et il a été créé par la plateforme MTGOX dans une opération de consolidation en novembre 2011. Donc, comme nous avons compris, les UTXO sont un petit peu les instruments d'échange sur Bitcoin. Ce sont les supports sur lesquels l'unité monétaire s'appose. Et donc, chaque transaction, elle se traduit par la consommation d'UTXO en entrée ou en input et la création de nouveaux UTXO en sortie ou en output pour la traduction. Donc, lorsqu'une transaction est réalisée, les UTXO utilisés comme entrée sont considérés comme dépensés. Et de nouveaux UTXO sont générés et attribués au destinataire indiqué dans les sorties de la transaction. Ainsi, un UTXO représente simplement une sortie de transaction non dépensée, et donc une quantité de Bitcoin appartenant à un utilisateur à un moment donné. Et donc tous ces UTXO, ils sont sécurisés par des scripts qui définissent les conditions sous lesquelles ils peuvent être dépensés dans le futur. Pour consommer un UTXO, un utilisateur il doit simplement démontrer au réseau qu'il satisfait les conditions stipulées par le script qui sécurise cet UTXO. Généralement, les UTXO sont protégés par une clé publique, ça c'est ce qui se fait habituellement sur Bitcoin, ou une adresse de réception de manière plus générale qui représente cette clé publique. Et pour dépenser un UTXO associé à cette clé publique, généralement on demande que l'utilisateur prouve qu'il détient la clé privée correspondante en fournissant une signature numérique réalisée avec cette clé. C'est la raison pour laquelle on dit que votre portefeuille Bitcoin ne contient pas réellement des Bitcoins directement, mais qu'il stocke plutôt vos clés privées qui elles-mêmes vous donnent accès à vos UTXO et par extension aux Bitcoins qu'ils représentent. Étant donné que le concept de compte est absent sur Bitcoin, le solde d'un portefeuille correspond simplement à la somme des valeurs de tous les UTXO qu'il peut dépenser.
Par exemple, si votre portefeuille Bitcoin peut dépenser les 4 UTXO suivants, 2 BTC, 8 BTC, 5 BTC et 2 BTC, eh bien, le solde total de votre portefeuille serait de 17 BTC, tout simplement. C'est un peu le même fonctionnement, si vous voulez, qu'un portefeuille physique avec des billets dedans. Si vous avez 4 billets de 10 euros dans votre portefeuille, ça fait un solde total de votre portefeuille de 40 euros. Voilà, c'est déjà terminé pour ce premier chapitre de la première section. Dans le prochain chapitre, nous allons étudier plus précisément la structure des transactions Bitcoin, toujours dans l'objectif de revoir les bases nécessaires à la compréhension des enjeux de confidentialité que nous étudierons dans les sections suivantes. Dans ce second chapitre de la première section, nous allons étudier ensemble la structure des transactions Bitcoin, toujours dans l'objectif de revoir les bases nécessaires à la compréhension des enjeux de la confidentialité sur Bitcoin. Dans ce chapitre, vous allez apprendre ce que sont les inputs et les outputs d'une transaction, ce qu'est le change, ce qu'est la fusion dans une transaction Bitcoin. Nous allons voir également comment sont retirés les frais de transaction, comment sont représentés les frais de transaction au sein de cette structure. Nous allons voir également comment sont créés initialement les UTXO, d'où ils viennent à la base, et les implications de ce fameux modèle d'UTXO dont nous avons parlé dans le chapitre précédent. Donc, une transaction Bitcoin, c'est une opération qui est enregistrée sur la blockchain et qui permet de transférer la propriété de Bitcoin d'une personne à une autre. Plus précisément, puisque nous sommes sur un modèle d'UTXO et qu'il n'y a pas de compte, la transaction satisfait les conditions de dépense qui sécurisaient un ou plusieurs UTXO, les consomme en input et crée en équivalence de nouveaux UTXO dotés de nouvelles conditions de dépense. En bref, une transaction déplace des bitcoins d'un script qui est satisfait vers un nouveau script prévu pour les sécuriser. Chaque transaction Bitcoin est donc constituée d'une ou de plusieurs entrées, c'est-à-dire les inputs, et d'une ou plusieurs sorties, c'est-à-dire les outputs en anglais. Les inputs sont des UTXO qui sont consommés par la transaction pour générer les outputs, et les outputs sont de nouveaux UTXO qui seront utilisables comme inputs pour de futures transactions. Je vous fais une petite aparté pour la petite anecdote. En théorie, une transaction Bitcoin, elle pourrait avoir une infinité d'inputs et d'outputs. La seule limite en termes de taille, ce serait la taille maximale d'un bloc qui viendrait donc limiter ce nombre. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de limite haute au nombre d'inputs et d'outputs dans une transaction. Je continue. Donc, chaque input dans une transaction Bitcoin fait référence à un UTXO antérieur non dépensé. Pour utiliser un UTXO comme input, son détenteur, il doit démontrer qu'il en est le propriétaire légitime en validant le script qui lui est associé, c'est-à-dire en satisfaisant la condition de dépense qui est imposée. Généralement, cela revient à fournir une signature numérique produite avec la clé privée correspondant à la clé publique qui avait été utilisée dans le script précédent pour sécuriser cet UTXO. Le script dans cet exemple consiste donc à vérifier que la signature correspond bien à la clé publique utilisée lors de la réception des fonds. Chaque output ou chaque sortie, de son côté, précise le montant des bitcoins à transférer, ainsi que le destinataire. Ce dernier est défini par un nouveau script qui, en général, bloque l'UTXO nouvellement créé avec une adresse de réception ou une nouvelle clé publique. Pour qu'une transaction soit considérée comme valide selon les règles de consensus, le total des outputs doit être inférieur ou égal au total des inputs. En d'autres termes, la somme des nouveaux UTXO qui sont générés par la transaction ne doit pas excéder celle des UTXO qui sont consommés en tant qu'inputs. Ce principe est assez logique. Si vous disposez uniquement d'un montant de 500 000 sats, vous ne pouvez pas effectuer un achat de 700 000 sats. Donc en output de votre transaction, si vous avez uniquement un UTXO de 500 000 sats en votre possession, vous pourrez au maximum créer un nouvel UTXO de 500 000 sats. Voilà. Les bitcoins ne sont pas créés comme ça par magie par les utilisateurs dans la transaction. Donc les outputs, le montant total des outputs doit être inférieur ou égal au montant total des inputs. Alors pour vous donner un exemple, une analogie, si vous le souhaitez, l'action d'une transaction Bitcoin sur les UTXO, ça peut être comparé à la refonte d'une pièce d'or. En effet, un UTXO n'est pas divisible, mais uniquement fusible. Cela signifie qu'un utilisateur ne peut pas simplement diviser un UTXO représentant un certain montant en Bitcoin en plusieurs UTXO plus petits. Il doit obligatoirement le consommer entièrement dans une transaction en input pour créer un ou plusieurs nouveaux UTXO de valeur arbitraire
en output. Ceux-ci doivent évidemment être inférieurs ou égaux à la valeur initiale de l'input consommé. Donc cette mécanique, elle est un peu similaire à celle d'une pièce d'or, c'est ce que je vous disais. Si l'on imagine que vous possédez une pièce de 2 onces d'or et que vous souhaitez faire un paiement de 1 once, en supposant que le vendeur ne puisse pas vous rendre la monnaie, évidemment, vous devriez fondre votre pièce de 2 onces et en couler 2 nouvelles, une de 1 once et une deuxième de 1 once. Voilà. Et comme ça, vous pourriez faire votre transaction de 1 once. Eh bien, le fait de couler la pièce d'or, de la faire fondre et de la couler en de nouvelles pièces d'or de valeurs différentes ou de la même valeur éventuellement, du même poids, eh bien ça ressemble un petit peu à une transaction Bitcoin. Puisque sur Bitcoin, le fonctionnement il est similaire. Si Alice, elle possède un UTXO de 10 000 sats et qu'elle souhaite acheter une baguette qui coûte 4 000 sats, elle va faire une transaction avec en input un UTXO de 10 000 sats qu'elle consommera entièrement, et en output, elle créera 2 UTXO d'une valeur de 4 000 sats et de 6 000 sats. Donc l'UTXO de 4 000 sats, il sera envoyé au boulanger en paiement de la baguette, tandis que l'UTXO de 6 000 sats, il reviendra à Alice sous la forme de la monnaie, c'est-à-dire du rendu de ce qui reste. Donc, et cet UTXO, justement, qui revient à l'émetteur initial dans la transaction, c'est ce que l'on appelle le change sur Bitcoin, dans le jargon de Bitcoin. Alors évidemment, dans cet exemple, j'ai négligé les frais de transaction, mais nous allons en parler un peu plus loin. Maintenant, imaginons que Alice ne possède pas un unique UTXO de 10 000 sats, mais plutôt 2 UTXO de 3 000 sats chacun. Dans cette situation, aucun des UTXO individuellement ne suffit pour régler les 4 000 sats de la baguette. Bah oui, si on n'a que 3 000 sats et 3 000 sats, eh bien on n'a aucun UTXO, aucune pièce qui nous permet de satisfaire les 4 000 sats. Donc Alice, dans cette situation, elle doit utiliser simultanément les 2 UTXO de 3 000 sats comme input de la transaction. Comme ça, le montant total des inputs atteindra 6 000 sats et ça lui permet de satisfaire le paiement de 4 000 sats qui est demandé par le boulanger en échange de la baguette. Et cette méthode qui consiste à regrouper plusieurs UTXO dans les inputs d'une même transaction, c'est ce que l'on désigne souvent dans le jargon de Bitcoin comme une fusion, en anglais merge. Maintenant, je souhaiterais vous parler également un petit peu des frais de transaction parce qu'ils ont leur importance dans la structure de la transaction. Pour le moment, dans nos exemples avec Alice et le boulanger, nous les avons négligés. Mais comment ça fonctionne? Parce qu'on sait qu'il faut payer des frais de transaction pour que les mineurs acceptent d'inclure notre transaction dans la blockchain. Mais comment ça fonctionne tout ça? Intuitivement, on pourrait penser que les frais de transaction représentent aussi un output d'une transaction. Puisque finalement, les outputs, c'est ce qui part, c'est la destination du paiement, donc pourquoi pas dire que les frais de transaction sont en output. Mais en fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe sur Bitcoin. Les frais d'une transaction, ça représente simplement la différence entre le total des inputs et le total des outputs. Cela signifie que après avoir utilisé une partie de la valeur des inputs pour couvrir les outputs désirés dans une transaction, une certaine somme des inputs reste inutilisée. Et cette somme résiduelle, elle constitue justement les frais de transaction qui pourront être récupérés, créés à partir de rien par les mineurs dans la transaction Coinbase, mais je vais vous en parler plus en détail par la suite. Donc, pour résumer, frais de transaction est égal total des inputs moins total des outputs. Reprenons l'exemple d'Alice qui dispose d'un UTXO de 10 000 sats et souhaite acheter une baguette à 4 000 sats. Alice, elle crée une transaction avec comme input son UTXO de 10 000 sats et elle génère ensuite en output un nouvel UTXO de 4 000 sats qui est destiné au boulanger pour le paiement de la baguette. Et pour encourager les mineurs à intégrer sa transaction dans un bloc, Alice, elle décide d'allouer 200 sats de frais. Elle crée donc un second output qui représente le change, qui représente la monnaie qui lui revient. Et cet output, il n'est pas égal à 6000 sats, mais à 5800 sats. Donc, dans cette opération, si on applique la formule dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire frais est égal total inputs moins total outputs, dans notre exemple, on a donc frais est égal 10 000 moins 4 000 plus 5800, entre parenthèses, 4 000 plus 5800. Donc ça nous fait frais est égal 10 000 moins 9 800. Et donc on a bien des frais de transaction qui sont égaux à 200 sats.
Et ces frais, justement, ils sont récupérés par le mineur qui va parvenir à valider un bloc, à l'ajouter à la blockchain. Il est autorisé à collecter ces frais pour toutes les transactions qui sont incluses dans son bloc via la transaction dite Coinbase. Si vous avez suivi attentivement le début de cette vidéo, vous savez dorénavant que les UTXO ne peuvent être créés qu'en consommant d'autres UTXO déjà existants. C'est ce que l'on a dit, les outputs, ils doivent forcément être inférieurs ou égaux au total des inputs. Cependant, vous vous demandez peut-être comment les premiers UTXO de cette chaîne sont apparus. Puisqu'on a un problème ici qui est similaire à la poule et à l'œuf. D'où viennent ces UTXO originels? Puisqu'on ne peut pas en créer sans en consommer des précédents. Eh bien, la réponse, elle est dans la transaction dite Coinbase. La Coinbase, c'est un type spécifique de transaction Bitcoin qui est unique pour chaque bloc et qui est toujours la première de ceux-ci. Elle permet au mineur qui a trouvé une preuve de travail valide pour un certain bloc de recevoir sa récompense de bloc. Et cette récompense, elle se compose de deux éléments, la subvention de bloc et les frais de transaction dont nous avons parlé dans la partie précédente. Donc, pour rappel, dans chaque transaction qui est incluse dans le bloc du mineur gagnant, on va calculer le total des inputs moins le total des outputs. Cette différence résiduelle, ça représente les frais de transaction, et donc le mineur il va additionner tous ces frais de transaction, et il sait qu'il pourra récupérer cela dans la transaction Coinbase, en plus de la subvention de bloc. Donc la particularité de la transaction Coinbase est qu'elle est la seule à pouvoir créer des bitcoins ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Elle ne nécessite pas de consommer, comme je vous ai dit précédemment, des inputs pour générer ces outputs. Ces bitcoins qui sont nouvellement créés et qui sont tout neufs, qui n'ont aucun historique, ils constituent ce que l'on pourrait appeler les UTXO originels, dans ce que je vous ai expliqué précédemment. Au niveau de la subvention de bloc, ce sont tout simplement de nouveaux BTC qui sont créés à partir de rien, suivant le calendrier d'émission qui a été préétabli à la création de Bitcoin, dans les règles de consensus, c'est-à-dire que cette subvention elle est réduite de moitié tous les 210 000 blocs, c'est-à-dire environ tous les 4 ans dans le processus que l'on appelle le halving. Donc à l'origine, c'était de 50 bitcoins, cette subvention de blocs, c'est-à-dire qu'à chaque bloc, en plus des frais de transaction, le mineur pouvait créer 50 bitcoins à partir de rien. Et tous les 210 000 blocs, c'est divisé par 2, ensuite c'est passé à 25, ensuite à 12,5, etc., etc. Et actuellement, nous sommes à 3,125 bitcoins pouvant être créés à chaque bloc. Quant à la partie liée aux frais de transaction, bien qu'elle représente également des BTC qui sont nouvellement créés, ils ne doivent pas excéder la différence entre le total des inputs et le total des outputs de toutes les transactions d'un bloc. Donc c'est ce que je vous ai expliqué. Là, ce ne sont pas vraiment des bitcoins qui sont créés à partir de rien, même s'ils ne sont pas issus d'un UTXO qui est consommé, mais ils doivent absolument correspondre, pour que le bloc soit valide, ils doivent correspondre au maximum à la totalité des frais de transaction qui ont été collectés, qui ont été ajoutés dans le bloc. Puisque cette partie qui est perdue entre les inputs et les outputs d'une transaction, c'est-à-dire ce qui correspond aux frais, eh bien, le mineur a le droit de les recréer, de recréer cette valeur sous forme d'un ou plusieurs nouveaux UTXO dans sa transaction Coinbase. Et il s'agit donc d'un transfert de valeur entre l'émetteur de la transaction et le mineur qui l'ajoute à la blockchain. Pour la petite anecdote, les bitcoins qui sont générés par une transaction Coinbase, ils sont soumis à une période de maturité de 100 blocs pendant laquelle ils ne peuvent pas être dépensés par le mineur. C'est une petite règle qui a été ajoutée à Bitcoin et qui a pour but d'éviter les complications liées à l'utilisation de Bitcoin nouvellement créés sur une chaîne qui pourrait être par la suite dépassée et rendue obsolète. Alors, maintenant, on peut se demander quelles sont les implications du modèle du TXO. Tout d'abord, le modèle du TXO, il influence directement les frais de transaction sur Bitcoin. Puisque la capacité de chaque bloc est limitée, les mineurs favorisent les transactions qui offrent les meilleurs frais en fonction de la place qu'elles vont prendre dans le bloc. En effet, plus une transaction inclut du TXO en inputs et en outputs, plus elle est lourde et donc nécessite des frais plus élevés. C'est une des raisons pour lesquelles on essaie souvent de réduire le nombre d'UTXO dans notre portefeuille, ce qui peut par ailleurs affecter la confidentialité, mais c'est un sujet que nous allons aborder plus loin dans les sections suivantes.
Ensuite, comme je vous ai expliqué dans les parties précédentes, les pièces sur Bitcoin sont essentiellement une chaîne d'UTXO qui se suivent. Donc chaque transaction crée ainsi un lien entre un UTXO passé et un UTXO présent. Les UTXO permettent donc de suivre explicitement le chemin des bitcoins depuis leur création jusqu'à leur dépense actuelle. Et cette transparence, elle peut être perçue positivement, car elle permet à chaque utilisateur de s'assurer de l'authenticité des bitcoins reçus. Cependant, c'est aussi sur ce principe de traçabilité et d'auditabilité que repose l'analyse de chaîne, qui est une pratique qui vise à compromettre votre confidentialité. Nous étudierons en profondeur cette pratique dans la deuxième section, mais pour le moment, je vous propose de passer au troisième et dernier chapitre de cette première section d'introduction, de définition et de concepts clés, dans laquelle nous allons voir ensemble quel est le modèle de confidentialité de base de Bitcoin, tel qu'imaginé par Satoshi Nakamoto. Dans ce troisième chapitre de la première section, définition et concepts clés, nous allons apprendre ensemble quel est le modèle de confidentialité de Bitcoin de base, tel qu'imaginé par Satoshi Nakamoto. Nous allons voir quelles sont les caractéristiques que recherche un utilisateur dans une monnaie. Nous allons voir comment ces caractéristiques sont appliquées à Bitcoin et notamment comment on fait sur Bitcoin pour prévenir la double dépense des pièces. Et enfin, nous allons voir quel est le modèle de confidentialité de Bitcoin et le comparer à celui du système bancaire, puisque finalement Bitcoin se propose comme une alternative, comme un remplacement au système traditionnel de monnaie, et notamment au système bancaire. Donc nous allons voir comment tout cela fonctionne au niveau de la confidentialité des utilisateurs. Alors, une des fonctions de la monnaie, c'est de résoudre le problème de la double coïncidence des besoins. Dans un système qui est établi sur le troc, la réalisation d'un échange entre deux parties nécessite non seulement de trouver un individu qui cède un bien correspondant à mon besoin, mais aussi de lui procurer en échange un bien de valeur équivalente qui satisfait son propre besoin. Et trouver cet équilibre, c'est très complexe. C'est ce que l'on appelle le problème de la double coïncidence des besoins. C'est pourquoi nous recourons dans les sociétés humaines à la monnaie, qui est un outil qui nous permet de déplacer à la fois la valeur dans le temps et dans l'espace. Pour que la monnaie résolve ce problème et fonctionne bien, il faut que la personne qui va fournir un bien ou vendre un service soit convaincue de sa capacité à dépenser cette somme ultérieurement. Ainsi, tout individu rationnel qui souhaite accepter une pièce de monnaie, qu'elle soit numérique ou physique, va tenter de s'assurer qu'elle remplit deux critères fondamentaux. Un, que la pièce soit intègre et authentique, et deux, qu'elle ne doit pas être double dépensée. Donc, si l'on utilise une monnaie physique, c'est la première caractéristique qui est la plus complexe à faire valoir. À différentes périodes de l'histoire, l'intégrité des pièces de métaux a souvent été affectée par des pratiques comme le rognage des pièces ou le perçage des pièces. Par exemple, durant la Rome antique, il était courant que les citoyens grattent les bords des pièces d'or pour en recueillir un petit peu de métal précieux, tout en conservant pour des transactions futures la pièce. Donc la valeur intrinsèque de la pièce était donc réduite, mais sa valeur faciale demeurait identique. C'est notamment pour cette raison que l'on a plus tard frappé des cannelures, là, les petites dents, sur la tranche de la pièce. L'authenticité est également une caractéristique difficile à vérifier sur un support monétaire physique. De nos jours, les techniques pour lutter contre le faux monnayage sont de plus en plus complexes et ça oblige les commerçants à investir dans des systèmes de vérification coûteux, notamment les vérificateurs de billets. En revanche, en raison de leur nature, la double dépense n'est pas un problème pour les monnaies physiques. Si je vous cède un billet de 10 €, il quitte irrévocablement ma possession pour entrer dans la vôtre, ce qui exclut donc naturellement toute possibilité de dépenses multiples, de double dépense d'une unité monétaire qu'il incarne. En gros, si je résume, je ne pourrai pas dépenser de nouveau ce billet de 10 € puisque je ne l'ai plus entre mes mains, il est entre les vôtres. Pour la monnaie numérique, la difficulté elle est différente. S'assurer de l'authenticité et de l'intégrité d'une pièce, c'est souvent plus simple. Comme nous l'avons vu dans la partie précédente, le modèle d'UTXO sur Bitcoin permet de tracer une pièce jusqu'à son origine et donc de vérifier qu'elle a bien été créée de manière conforme aux règles de consensus par un mineur. En revanche, si on souhaite s'assurer de l'absence de double dépense, c'est beaucoup plus complexe parce que tout bien numérique, c'est en essence de l'information. Et contrairement au bien physique,
L'information, elle ne se divise pas lors des échanges, mais elle se propage en se multipliant. Par exemple, si je vous transmets un document, un PDF par exemple, par courrier électronique, ce dernier se retrouve alors dupliqué de votre côté et vous ne pouvez pas vérifier avec certitude que j'ai effacé le document original. En quelque sorte, on a multiplié l'information et c'est très compliqué de vérifier que la personne qui envoie cette information a bien supprimé, elle, de son côté, cette information. Donc sur Bitcoin, il a fallu qu'on trouve un moyen, il a fallu que Satoshi trouve un moyen pour éviter cette double dépense sur la monnaie numérique. Et le seul moyen d'éviter cette duplication d'un bien numérique est tout simplement d'être au courant de l'intégralité des échanges sur le système. De cette manière, on peut savoir qui possède quoi et actualiser les avoirs de chacun en fonction des transactions effectuées. C'est ce qui se fait par exemple pour les monnaies scripturales dans le système bancaire. Lorsque l'on paie 10 € à un commerçant par carte bancaire, la banque constate cet échange et actualise le livre des comptes. Sur Bitcoin, la prévention de la double dépense, elle se fait de manière similaire. On va chercher à confirmer l'absence d'une transaction ayant déjà dépensé les pièces en question. Si ces dernières n'ont jamais été utilisées, alors nous pouvons être assurés qu'aucune double dépense n'aura lieu. Ce principe, il a été décrit par Satoshi Nakamoto dans le white paper avec cette phrase qui est dorénavant célèbre, que vous avez sûrement déjà entendue. Je cite, « Le seul moyen pour confirmer l'absence d'une transaction est d'être au courant de toutes les transactions. » Fin de la citation. Mais contrairement au modèle bancaire, on ne souhaite pas avoir à faire confiance à une entité centrale sur Bitcoin. Il faut alors que tous les utilisateurs soient en capacité de confirmer cette absence de double dépense sans pour autant reposer sur un tiers. Ainsi, il faut que chacun soit au courant de toutes les transactions Bitcoin. C'est pour cette raison que les transactions Bitcoin sont diffusées publiquement sur tous les nœuds du réseau et enregistrées en clair sur la blockchain. Et justement, cette diffusion publique de l'information, elle vient nous compliquer la situation pour la protection de notre vie privée sur Bitcoin. En effet, dans le système bancaire traditionnel, en théorie, seule l'institution financière a connaissance des transactions effectuées. En revanche, sur Bitcoin, l'ensemble des utilisateurs est informé de toutes les transactions via leurs nœuds respectifs et n'importe qui peut faire un nœud. C'est donc de l'information qui est publique. Dans le système traditionnel, votre compte bancaire, il est lié à votre identité. Le banquier est en capacité de savoir quel compte appartient à quel client et quelles sont les transactions qui y sont associées. Néanmoins, ce flux d'informations est coupé entre la banque et le domaine public. Autrement dit, il est impossible de connaître le solde et les transactions d'un compte bancaire qui appartient à un autre individu. Seule la banque a accès à ces informations, encore une fois, en théorie. Par exemple, votre banquier est au courant que vous achetez votre baguette chaque matin chez le boulanger du quartier, mais votre voisin, lui, n'a pas connaissance de cette transaction. Ainsi, le flux d'informations il est accessible aux parties concernées, notamment la banque, mais reste inaccessible à des personnes extérieures à cette transaction. À cause de la contrainte de diffusion publique des transactions que nous avons vues dans la partie précédente, le modèle de confidentialité de Bitcoin ne peut pas suivre le modèle du système bancaire. Dans le cas de Bitcoin, puisque le flux d'informations ne peut pas être cassé entre les transactions et le domaine public, le modèle de confidentialité repose sur la séparation entre l'identité de l'utilisateur et les transactions en elles-mêmes. Par exemple, si vous achetez une baguette chez le boulanger en payant en BTC, votre voisin, qui possède son propre nœud complet, peut voir votre transaction passer, tout comme il peut voir toutes les autres transactions du système. Toutefois, si les principes de confidentialité sont respectés, il ne devrait pas être en mesure de relier cette transaction spécifique à votre identité. On est donc sur un modèle qui est en quelque sorte à l'inverse du modèle bancaire. Dans le modèle bancaire, on associe l'identité à la transaction, mais le flux d'informations n'est pas public. Dans Bitcoin, c'est l'inverse. Le flux d'informations est public, donc on est obligé de faire attention que la transaction ne soit pas associée à notre identité. Mais puisque les transactions Bitcoin sont rendues publiques, il devient tout de même possible d'établir des liens entre elles pour en déduire des renseignements sur les parties impliquées. Et cette activité, ça constitue même une spécialité en soi que l'on appelle l'analyse de chaîne. Dans la partie suivante de la formation, dans la section suivante, je vous invite à explorer les fondamentaux de l'analyse de chaîne afin de comprendre comment vos bitcoins sont tracés et de savoir mieux s'en défendre.